Dans cette vidéo, je vais te parler de variabilité de la mesure et mon objectif, c'est de te faire comprendre ce qu'est une incertitude type et de te montrer qu'elle est reliée directement à ton cours de maths. Pour moi, il y a eu un avant et un après la lecture du document Mesure et incertitude du groupe IREM de l'Université de Paris. Une grande partie de ce que je vais te dire dans cette vidéo s'appuie sur ce document et c'est vraiment ce document qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Je te laisse l'adresse en bas de l'écran si tu veux accéder à cette ressource. Voilà ce dont je vais te parler en 5 points. Nous allons balayer quasiment tout le programme de terminale et nous commençons donc par le petit 1, la variabilité de la mesure. J'aime bien cette photo. On a ici une illustration parfaite de la variabilité de la mesure. Ici, tu as un unique générateur et puis nous avons 9 voltmètres. Ces 9 voltmètres sont tous reliés aux bornes du même générateur. Donc, ces 9 voltmètres mesurent tous la même grandeur et ils n'affichent pas la même valeur. Ici, tu as un 8, là tu as un 3, là tu as un 5, là tu as un 6. Sur les appareils à affichage digital, le dernier chiffre annoncé à droite s'appelle le dernier digit. Et ici, il apparaît clairement qu'il est incertain. Que fait-on habituellement pour mesurer la tension aux bornes d'un générateur? On utilise un seul voltmètre. Et le piège dans cette situation, c'est de se dire que 4,5045 est la valeur exacte. Or, il n'en est rien. La valeur exacte est inaccessible. Il faut se résigner au fait que 4,5045 est une valeur mesurée parmi d'autres valeurs potentiellement mesurables. Alors tu sais que faire des sciences, cela passe par une maîtrise du vocabulaire, par exemple en mécanique quand on parle d'énergie, de force et de puissance. Ce sont des mots qui dans la vie courante sont un peu interchangeables. Eh bien en science, ils désignent des concepts complètement différents. Quand on parle de variabilité de la mesure, c'est un peu pareil. Exactitude, précision, justesse, fidélité, chacun de ces mots a une signification bien à soi. Voilà le vocabulaire que je vais utiliser. On va parler de grandeur mesurée. La grandeur mesurée, c'est l'objectif de la mesure. C'est ce qu'on cherche à déterminer. Mais nous, pauvres humains, par nos observations, nous n'avons accès qu'à des valeurs mesurées. Et grâce à ces valeurs mesurées, nous allons faire la meilleure estimation possible de la grandeur mesurée. Et comment va-t-on appeler la meilleure estimation possible de la grandeur mesurée? On va l'appeler valeur mesurée. Et en fonction des circonstances, si on fait plusieurs observations et on constate qu'il y a une variabilité de la mesure, eh bien à ce moment-là, on va utiliser la moyenne arithmétique qu'on note x bar et qui est donc la valeur mesurée. C'est donc notre meilleure estimation de la grandeur mesurée. Si nous n'avons qu'une valeur unique, comme quand on mesure la tension avec un voltmètre, à ce moment-là, c'est celle qu'on prend et c'est celle qu'on appellera la valeur mesurée. Dans cette vidéo, je vais noter x, la valeur mesurée, issue d'une observation unique. L'incertitude type, quant à elle, nous renseigne sur la dispersion des valeurs mesurées. Et elle nous permet de définir un intervalle dans lequel on peut raisonnablement penser que la grandeur mesurée se trouve. L'incertitude type se note U de x, U comme uncertainty, et cette incertitude type est estimée à l'aide d'un écart type. C'est dans la partie 2 que nous verrons comment on calcule l'incertitude type et quelle formule de l'écart type on utilise pour cela. Nous avons ici donc une représentation des valeurs mesurées sur un axe gradué, mais il existe d'autres représentations. Si on définit un certain intervalle sur cette droite graduée, et si on dénombre les valeurs mesurées situées dans cet intervalle, eh bien cela donne des barres dont la hauteur est proportionnelle au nombre de valeurs mesurées situées dans cet intervalle. On obtient ce qu'on appelle des histogrammes. Et justement, ici nous avons deux séries de valeurs mesurées, l'une obtenue par les secondes 1, l'autre obtenue par les secondes 2. Il s'agit donc de la mesure de la masse d'un même objet en passant par le volume, c'est-à-dire qu'on a demandé aux élèves de travailler sur la notion de masse volumique. On constate facilement qu'il y a une plus grande dispersion des mesures chez les secondes 2. Cette dispersion est confirmée par le calcul de l'écart type. Est-ce qu'on peut en déduire que les secondes 2 sont moins performants, moins minutieux? Ici, oui, parce que les deux classes ont utilisé le même matériel, ont normalement suivi le même protocole. À un même niveau de compétence, on doit s'attendre à une incertitude type identique. Oui, mais les secondes 2 peuvent rétorquer qu'ils sont passés après les secondes 1, que leur matériel était sale, qu'il a fallu qu'ils nettoient, donc ils ont eu moins de temps. L'objectif d'une mesure n'est pas forcément d'avoir la plus petite incertitude type. Il peut être aussi important de pouvoir justifier son incertitude type. Et si les secondes 2 sont capables de sortir des arguments pour expliquer leur plus grande incertitude type, ça veut dire qu'ils ont compris beaucoup de choses. Ça veut dire notamment qu'ils ont compris
que ce sont des conditions qu'on ne maîtrise pas forcément et qui, elles, sont variables et qui vont donc provoquer une certaine variabilité. Quoi qu'il en soit, il faut que tu gardes en mémoire le fait que l'incertitude type dépend des expérimentateurs. Et elle dépend surtout du niveau de compétence des expérimentateurs. C'est bien pour cela que tu fais des travaux pratiques au lycée. Eh bien, c'est pour élever ton niveau de compétence de manière à ce que tu aies le moins d'impact possible sur l'incertitude type. Nous allons voir encore une autre façon de représenter la dispersion des valeurs mesurées. Voilà, un petit retour en enfance. Tu as peut-être déjà vu ce genre de représentation, parfois avec des fléchettes, parfois avec des flèches. C'est un peu la présentation sous forme de résultat d'une séance de tir, et la distance entre les impacts correspond à des écarts entre valeurs mesurées. Cette représentation est suffisamment visuelle pour voir qu'à droite, nous avons une faible dispersion, et puis à gauche, nous avons une forte dispersion des valeurs mesurées. Si tu as déjà vu ce genre de représentation, tu sais qu'en fait, il y a une cible qui est souvent représentée. Je ne l'ai pas affichée juste pour qu'on discute de ce que représente cette cible. Le centre de la cible, le centre qui est là, représente la valeur de référence. Qu'est-ce qu'une valeur de référence? Une valeur de référence, c'est une valeur sur laquelle la communauté scientifique s'accorde. C'est une valeur qui est connue avec une très faible incertitude. Pourquoi? Parce que elle est connue depuis très longtemps. On l'a mesurée tellement de fois que l'incertitude associée est très très petite. Comme par exemple la vitesse du son dans l'air à 20 degrés C et à une atmosphère. Une autre possibilité, c'est de penser que le centre de la cible correspond à la composition d'un médicament ou d'un produit commercial indiqué par le fabricant. Maintenant que nous avons la cible, nous allons pouvoir analyser les résultats. Et qu'est-ce qu'on voit? Nous voyons ici donc effectivement une faible dispersion, c'est-à-dire un tir assez groupé, mais qui rate à chaque fois le centre de la cible. La situation que nous avons ici à droite est une situation intéressante, car on peut lui donner deux suites possibles. Une première suite, qui est la plus fréquente, c'est de se dire qu'il y a une erreur systématique, c'est-à-dire que quand je tape à chaque fois à côté de la cible, ça veut dire qu'il y a quelque part un problème dans mon protocole, dans mes appareils ou dans mes compétences qui font que j'ai cette erreur systématique. Mais si on est sûr de son protocole, si on est sûr de ses compétences et si on est sûr de ses appareils, il se peut qu'on soit en position de remettre en question la valeur de référence. Et c'est là que c'est intéressant. C'est assez rare, mais c'est comme ça que les sciences avancent. Ce qui arrive plus fréquemment, c'est d'être en mesure de pouvoir contester ou remettre en question la composition d'un produit fabriqué et de se retourner contre le fabricant. Mais à ce moment-là, il faut être sûr de son protocole, de ses appareils et de ses compétences. Sur la série de mesures de gauche, il semble qu'il y ait une faible erreur systématique. Si jamais je me contente de faire 5 mesures au lieu de 6, je pourrais interpréter cette série de mesures comme comportant une erreur systématique. Donc tu vois qu'à une mesure près, il est difficile de savoir si on a affaire à une erreur systématique ou à des erreurs aléatoires. Une erreur aléatoire, ce sont des écarts avec la valeur de référence qui se compensent entre eux. Il est difficile de savoir si on a affaire purement à des erreurs aléatoires ou purement à une erreur systématique ou une combinaison des deux. La plupart du temps, il s'agit de combinaisons des deux qu'on essaye de minimiser. Et comment justement minimiser l'erreur systématique? Il faut bien s'assurer qu'il s'agit d'une erreur systématique parce que si tu continues à faire des mesures et que tu obtiens ce genre de distribution, on n'interprète plus ce qui se passe comme une erreur systématique. Cette distribution nous donne une bonne idée de la valeur de référence et du coup, on l'interprète plutôt comme une erreur aléatoire. Donc déjà, il faut s'assurer que c'est bien une erreur systématique et quand il s'agit vraiment d'une erreur systématique, à ce moment-là, on a ce genre de choses que les mesures suivantes confirment bien un écart systématique avec la valeur de référence. Une fois qu'on est sûr qu'il s'agit d'une erreur systématique, eh bien, on a 3 leviers, toujours les mêmes. Le premier levier étant le niveau de compétence des expérimentateurs. Si tu penses qu'une fiole jaugée est bien réglée lorsque le haut du ménisque arrive au niveau du trait de jauge, eh bien tu te trompes. Ce manque de compétence va induire une erreur systématique. Ça veut dire que tu vas toujours prendre un volume trop petit. Imagine que ton pH mètre soit mal étalonné, voire défectueux, mais ça n'arrive jamais au lycée. À ce moment-là, tu vas toujours mesurer un pH trop haut ou trop bas. De même avec un conductimètre ou avec un spectrophotomètre. Et puis évidemment, le protocole. Imagine que tu es en train de faire un titrage basé sur une réaction acido-basique. Tu utilises un indicateur coloré. Cet indicateur coloré ne va jamais virer pile au moment de l'équivalence. Il va toujours virer un petit peu avant ou un petit peu après. Et donc en fait, tu vas commettre une erreur systématique
sur le volume équivalent. Conclusion, que faut-il faire pour minimiser l'erreur systématique? Il faut augmenter le niveau de compétence des expérimentateurs par la formation. Il faut vérifier les appareils, les étalonner correctement, et puis améliorer le plus possible le protocole. Par exemple, en ce qui concerne le protocole de titrage, au lieu d'utiliser un indicateur coloré, en fait, on utilise un pH mètre. On collecte les valeurs mesurées de pH tout au long du titrage. On en déduit le volume équivalent grâce à une méthode graphique qui est plus précise qu'une méthode utilisant un indicateur coloré. Nous allons voir maintenant comment on minimise l'impact des erreurs aléatoires. Nous avons vu tout à l'heure comment le fait de rajouter une mesure supplémentaire nous permettait de rapprocher notre moyenne vers le centre de la cible, c'est-à-dire vers la valeur de référence. Ici donc nous avons un histogramme qui pourrait correspondre à cette situation. Nous avons obtenu cet effet compensatoire avec cette valeur mesurée ici. Il était aussi probable d'obtenir une valeur mesurée dans cette région-là. L'idée, c'est puisque les erreurs aléatoires se compensent entre elles, s'il n'y a pas d'erreur systématique, plus on va collecter de valeurs mesurées, plus on a de chances que les erreurs aléatoires se compensent entre elles. Et c'est ainsi que la moyenne de nos valeurs mesurées se rapproche le plus possible de la valeur de référence. Imaginons maintenant qu'on souhaite diminuer la dispersion elle-même. Il faut changer le processus de la mesure. Au lieu de collecter des valeurs mesurées issues d'observations uniques, c'est d'en faire la moyenne. Nous allons construire une nouvelle valeur mesurée à partir de ces valeurs mesurées issues d'observations uniques. Et donc, nous obtenons une moyenne, et ainsi de suite, nous allons collecter des moyennes de séries de valeurs mesurées, et nous avons une chance plus importante de tomber sur un beau tiers groupé comme celui-ci, et qui correspond donc à un histogramme beaucoup plus resserré. C'est pour cela, par exemple, que lorsque tu mesures un interfrange sur un écran, en mesurant la longueur de plusieurs interfranges, en quelque sorte, tu en fais la moyenne. Et la dispersion des valeurs mesurées sur une moyenne est plus faible. Bien évidemment, nous avons exactement les mêmes leviers que tout à l'heure pour agir sur l'erreur aléatoire. Après cette longue introduction avec des notions qualitatives, nous voici dans le quantitatif. Dans le petit 2, nous allons voir comment on évalue une incertitude type par une approche statistique, dite de type A. Dans quelle situation retrouve-t-on des lois normales ? Il faut qu'il y ait une valeur associée à la variabilité d'un caractère. Par exemple, la taille des individus est due à des multiples causes indépendantes et la taille des individus obéit à une loi normale. Lorsqu'on étudie la variabilité de la mesure, ce sont des multiples causes également. Le protocole, les expérimentateurs, les appareils, les conditions extérieures, ce sont des causes multiples, toutes indépendantes, et qui vont provoquer la variabilité de la mesure. Et au passage, je ne résiste pas à te montrer cet histogramme qui montre que la correction des copies est une mesure à laquelle correspond une certaine variabilité. Il y a tout un tas de raisons qui font que des correcteurs différents peuvent mettre des notes différentes à une même copie. Et d'ailleurs, l'étude de ce phénomène s'appelle la docimologie. Des études de docimologie ont montré qu'il fallait 16 correcteurs différents pour une même copie, en tout cas en physique. Je ne commenterai pas le nombre de correcteurs pour les autres matières, mais en tout cas en physique, il faudrait 16 correcteurs différents pour une même copie pour avoir une bonne estimation de la valeur d'une copie. Tu sais qu'en physique, on avance en modélisant le réel. Comment modéliser la variabilité de la mesure ? Il est possible de le faire en imaginant que suivre un processus de mesure et aboutir à une valeur mesurée correspond en fait à tirer au sort une valeur mesurée dans une population de valeurs potentiellement mesurables. Ici, nous avons collecté 100 valeurs mesurées. Alors tu peux imaginer que soit on a fait un tirage au sort, soit on a suivi un processus de mesure. Là, dans ce qui nous concerne, on va considérer que c'est la même chose. Nous obtenons donc cet histogramme en vert qui représente la distribution de notre échantillon. Que va-t-il se passer si je refais un nouveau tirage au sort de 100 valeurs mesurées? Si je recollecte 100 valeurs mesurées en suivant toujours le même processus de mesure. J'obtiens un histogramme qui est différent et qui sera chaque fois différent. Mais il y a quelque chose de commun entre tous ces tirages au sort, c'est la loi de probabilité qui sous-tend tous ces tirages au sort. Et cette courbe est là, présente, c'est une gaussienne, c'est une courbe qui représente une loi normale, qui a une forme de cloche. Le maximum de cette gaussienne correspond en fait à un écart nul avec la grandeur mesurée. Si on pouvait connaître exactement la position de ce maximum, eh bien nous pourrions connaître exactement la grandeur mesurée. Or, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que pour accéder exactement
à ce maximum, il faudrait faire un nombre infini de tirages au sort. Ici, ce qu'on peut faire, c'est par exemple passer à 10 000 tirages au sort. Et on va avoir quelque chose qui est plus représentatif de la loi normale qui sous-tend ces tirages au sort. Mais si je refais un nouveau tirage au sort de 10 000 valeurs, tu vas voir que l'histogramme varie légèrement. Et donc, cette courbe continue correspond en fait à une moyenne sur une infinité de tirages au sort pour chaque classe. Il faut signaler aussi un autre obstacle infranchissable qui nous sépare de cette loi de probabilité, puisqu'il s'agit d'une loi de probabilité continue et l'histogramme est discontinu. Donc entre le milieu de cette classe et le milieu de la classe suivante, il y a comme un trou. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour combler ce trou? En fait, il faudrait diminuer la largeur des classes. Si on fait la moyenne sur un nombre infini de tirages au sort pour chaque classe, on aura quelque chose qui va tendre vers la loi normale. En conclusion, on peut dire que derrière chaque processus de mesure, il y a une loi normale dont une des caractéristiques est la grandeur mesurée et que cette grandeur mesurée est inaccessible. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons que collecter des échantillons finis de valeurs mesurées et nous ne pourrons jamais procéder à une infinité de mesures. L'autre caractéristique de cette loi normale, c'est l'écart type de la population dans lequel nous tirons au sort. Ce simulateur permet de visualiser ce qu'il se passe lorsqu'un processus de mesure va donner une plus grande dispersion des valeurs mesurées. Nous avons là un autre simulateur qui permet donc de définir un certain intervalle et ce simulateur calcule la probabilité qu'a une valeur mesurée de se situer dans un certain intervalle. Cette loi normale est associée à un processus de mesure dont l'écart type vaut à peu près 1 et la grandeur mesurée vaut 4. Nous venons de dire qu'il est possible de modéliser la variabilité de la mesure en imaginant qu'un processus de mesure est équivalent à un tirage au sort. Pour un intervalle de largeur donné, plus on se rapproche de la grandeur mesurée et plus la probabilité d'obtenir une valeur mesurée dans cet intervalle augmente. On a plus de chances de tirer au sort une valeur mesurée proche de la grandeur mesurée parce que ces valeurs-là sont les plus représentées dans le panier. Cette courbe représente donc la distribution de la population contenue dans le panier et il ne faut pas s'y méprendre. Le nombre de papiers contenus dans le panier est infini. Comment ce simulateur fait-il pour calculer la probabilité qu'a un processus de mesure d'aboutir à une valeur comprise dans un certain intervalle? À quoi correspond cette ordonnée? Voilà les questions auxquelles nous allons répondre. Et au passage, nous allons tomber sur des propriétés très importantes de la loi normale. Qu'avons-nous en abscisse? En abscisse, nous avons la valeur mesurée, c'est-à-dire que ici se trouvent toutes les valeurs mesurées potentielles. En ordonnée, nous avons quelque chose que pour l'instant, nous laisserons sous la forme f de x. Cette courbe a la forme d'une cloche et l'abscisse du maximum, on l'interprète comme la grandeur mesurée. Sigma, c'est l'écart type. Plus sigma est faible et plus la probabilité de tirer des valeurs proches de la grandeur mesurée augmente. Plus sigma augmente, plus la probabilité de tirer des valeurs mesurées proches de la grandeur mesurée diminue. C'est donc bien sigma qui quantifie la dispersion des valeurs mesurées. Il y a une propriété très importante de la loi normale, c'est que l'air sous la courbe est égal à 1. Comment interpréter le fait que l'air sous la courbe soit égal à 1? Nous avons dit qu'il s'agissait d'une loi de probabilité. La probabilité que une valeur mesurée soit comprise entre moins l'infini et plus l'infini est égale à 100%. Donc en fait, la surface sous la courbe représente une probabilité. Mais qu'est-ce qui se passe si on ne prend qu'un morceau du gâteau? Imaginons qu'on prélève une tranche sur le flanc gauche du gâteau. Que représente en fait cette surface? Cette surface correspond bien à une probabilité. En fait, il s'agit de la probabilité d'obtenir une valeur mesurée dans un intervalle non plus de moins l'infini à plus l'infini, mais de 3 à 3 plus delta x étant l'épaisseur de la tranche. Et cette tranche vaut ici à peu près 0,2. Alors comment calculer cette probabilité? Donc la probabilité d'obtenir une valeur mesurée comprise entre 3,0 et 3,2. Il faut donc calculer cette surface verte. Nous allons faire l'approximation que cette surface est un rectangle. Alors tu vas me dire, c'est un rectangle un peu bizarre, il est coupé en oblique, mais regarde. Si je regarde les choses d'un peu plus près, si je considère qu'il s'agit d'un rectangle, il y a une partie que je ne compte pas, c'est celle-ci, et une partie que je compte, qui est celle-là. Et en fait, les deux se compensent. Et du coup, je peux faire l'approximation que l'air sous la courbe, il s'agit simplement
de la valeur de f de x, c'est-à-dire la hauteur du rectangle, multipliée par la largeur de ma tranche. Et si je coupe une tranche de la même épaisseur, mais là où le gâteau est plus épais, j'obtiens donc une probabilité plus importante. En fait, f de x n'est pas une probabilité en soi, mais c'est une densité de probabilité. Il y a un raisonnement par l'absurde qui peut être intéressant ici. Imaginons que la grandeur mesurée, ce soit 4. 4 tout pile, c'est-à-dire 4,0000 à l'infini. Cherchons la probabilité d'obtenir comme valeur mesurée 4 tout pile. Il faut sélectionner un intervalle delta x qui tend vers 0 et centré sur 4,00000. Ça veut dire que la largeur de l'intervalle tend vers 0. Cherchons la probabilité d'obtenir 4 tout pile. Ici, ça va être à peu près 0,5, en tout cas une valeur finie, multipliée par quelque chose qui tend vers 0. Du coup, en fait, la probabilité est nulle. Nous avons une probabilité nulle d'obtenir la grandeur mesurée. Et c'est là toute la puissance des maths, c'est-à-dire que nous venons de démontrer finalement ici, par un raisonnement par l'absurde, que la grandeur mesurée est inaccessible. Et dans ces conditions, le simulateur annonce une probabilité qui est environ de 20%. Est-ce qu'on peut utiliser ce qu'on a vu précédemment pour vérifier cela? On considère que c'est à peu près un rectangle. On a 0,5 multiplié par l'épaisseur de la tranche, qui est un intervalle de 0,4. 0,5 fois 0,4, ça fait bien 0,2. La valeur annoncée est un peu inférieure parce que nous n'avons pas tout à fait un rectangle. On peut se demander quelle est la probabilité qu'a une valeur mesurée de s'écarter au maximum de sigma, c'est-à-dire d'une valeur d'incertitude type de la grandeur mesurée. Donc pour afficher cette valeur, il faut choisir un intervalle qui va de 3 à 5, c'est-à-dire qui s'écarte au maximum de une incertitude type sur la gauche, donc qui va de 3, et qui s'écarte au maximum d'une incertitude type sur la droite, donc qui va jusqu'à 5. Donc nous avons ici une probabilité affichée de 68%. Nous tenons là une propriété importante et générale de la loi normale. Au bout d'un processus de mesure, il y a 68% de chances pour que notre valeur mesurée soit comprise dans un intervalle mu moins sigma, mu plus sigma. Si on cherche quelle est la probabilité que une valeur mesurée s'écarte au maximum de deux incertitudes types de la grandeur mesurée. Il faut donc prendre un intervalle qui va de 2 à 6. Cette probabilité est de 95%. Nous tenons là une autre propriété générale importante. Une valeur mesurée a 95% de chances de se situer dans un intervalle mu moins 2 sigma, mu plus 2 sigma. Imagine-toi à la place d'un expérimentateur qui, dans cette situation, trouve une valeur mesurée égale à 8,0. Quand on regarde la probabilité annoncée par le simulateur, on a quelque chose qui s'approche de 0. Trouver 8,0 dans cette situation est un événement très peu probable. Notre expérimentateur est dans une situation qui correspondrait à celle d'un joueur de pile ou face qui aurait lancé sa pièce 20 fois de suite et qui 20 fois de suite trouverait pile. Que penserait notre joueur de pile ou face? Eh bien, il va commencer à se poser des questions sur sa pièce. Il va se demander si elle n'est pas truquée, s'il n'y a pas quelque chose qui cloche quelque part. Notre expérimentateur devra avoir le même genre de démarche. Est-ce que j'ai bien suivi le protocole? Est-ce qu'il n'y a pas un de mes appareils qui est défectueux? Est-ce qu'il n'y aurait pas une cause d'incertitude qui m'aurait échappé? Voilà les questions que doit se poser notre expérimentateur si, dans cette situation de loi de probabilité, il trouve 8,0. Imaginons que notre expérimentateur se rend compte qu'effectivement, il a oublié une cause d'incertitude, il recalcule son incertitude et il trouve quelque chose qui se rapproche de 2. Qu'observe-t-on? Sa valeur mesurée, qui correspond au découpage de cette petite tranche-là, sa valeur mesurée n'est plus aussi improbable. Avant de quitter les maths et de revenir vers la physique et les applications pratiques, un petit résumé des épisodes précédents. Il est possible de modéliser la variabilité de la mesure en utilisant les lois statistiques. Pour ce faire, on peut considérer que suivre un processus de mesure revient à faire un tirage au sort, mais un tirage au sort qui est effectué dans une population dont la distribution aurait la forme d'une loi normale, d'une courbe gaussienne, celle que nous avons sous les yeux. Nous avons vu également qu'il y a de fortes chances pour que la valeur mesurée obtenue à l'issue de ce processus soit comprise dans un intervalle mu moins sigma, mu plus sigma, c'est-à-dire qu'elle s'écarte au plus d'un écart type de la grandeur mesurée. Et nous avons vu également qu'il y a une probabilité très importante que la valeur mesurée se trouve dans un intervalle mu moins 2 sigma, mu plus 2 sigma. C'est-à-dire que toute valeur mesurée en dehors de cet intervalle est improbable.
Ne perdons pas de vue l'objectif de la mesure, qui est donc de déterminer la valeur de la grandeur mesurée. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de suivre des processus de mesure qui vont aboutir à une valeur mesurée. Et on va répéter ces processus de mesure et on va obtenir des échantillons. Et à partir de ces échantillons, nous allons calculer des valeurs approchées de mu et de sigma. Quel est le meilleur estimateur de mu? Nous le savons, c'est la moyenne arithmétique de toutes les valeurs mesurées des échantillons. Le meilleur estimateur de mu que nous possédons, c'est x bar. Et pour sigma, comment fait-on pour estimer sigma? On utilise un estimateur qui est en fait un écart-type qui possède un n-1 au dénominateur. Il y a des raisons profondes qui font qu'il y a un n-1 au dénominateur et pas un n. Si tu veux en savoir plus, à la fin de cette vidéo, je te mettrai le lien vers une autre vidéo que j'ai faite et qui explique en détail pourquoi c'est cette formule, c'est cet estimateur-là qui est le meilleur estimateur de sigma. Je te conseille fortement de regarder cette vidéo, mais ici, je ne te donnerai que les conclusions de cette vidéo dont je viens de te parler. Et un premier point, c'est que l'estimateur de sigma est un écart-type qu'on appelle un écart-type échantillon et qui est parfois aussi appelé écart-type expérimental. C'est cet écart-type échantillon qui va nous permettre d'estimer l'incertitude type associée à un processus de mesure. Mais attention, le comportement de Sn-1 est tel qu'il ne nous donne qu'une valeur approchée de sigma. Et il faut donc exprimer U de x avec au plus deux chiffres significatifs en arrondissant la valeur que tu trouves de Sn-1 au plus près. Comment va-t-on faire dans la pratique pour calculer Sn-1? Eh bien, c'est très simple, je te rassure tout de suite, on va utiliser le menu statistique de ta calculatrice. Sur la Casio, l'écart-type échantillon se note SX. Sur la Texas Instruments, c'est grand SX. Et sur la Numworks, il s'agit tout simplement de l'écart-type échantillon. Passons maintenant à une application pratique. Nous avons ici une série de 9 valeurs mesurées. Il s'agit donc d'un échantillon pour lequel n égale 9 et nous pouvons appliquer tout ce que nous venons de voir pour déterminer l'incertitude sur la tension mesurée avec un appareil de cette série d'appareils. Ici, petit u veut dire uncertainty et grand U veut dire la tension. La première étape consiste à rentrer la liste de toutes les valeurs mesurées dans la machine. Et ensuite, dans le menu statistique, nous avons toutes les grandeurs qui s'affichent, qui caractérisent cette série de valeurs mesurées. Et nous allons chercher quoi? Nous allons chercher l'écart-type échantillon. C'est ça qui nous intéresse. On va arrondir au plus près cet écart-type échantillon, soit un chiffre significatif, soit deux. Ici, j'ai choisi un seul chiffre significatif. Et donc, nous avons l'incertitude type qui est la suivante. Et concrètement, elle représente quoi, cette valeur de l'incertitude type? Chaque fois qu'on fera une mesure de tension avec un de ces voltmètres, on aura en tête la courbe suivante, où 4,5044 joue le rôle de la meilleure estimation de la grandeur mesurée, c'est la moyenne de l'échantillon, mais il y avait de fortes chances avec ce voltmètre d'obtenir une valeur mesurée comprise entre 4,5041 et 4,5047. Imagine maintenant que je ne construise plus ma valeur mesurée sur une observation unique, mais sur la moyenne de 9 observations. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais une mesure de tension, j'utilise 9 voltmètres. Comment faire dans ce contexte pour calculer la nouvelle incertitude type, puisque ma valeur mesurée n'est plus construite à partir du même processus? Une première solution consisterait à prélever des échantillons de 9 valeurs mesurées, d'en calculer à chaque fois la moyenne et de recueillir suffisamment d'échantillons pour pouvoir faire un traitement statistique sur les moyennes obtenues pour chaque échantillon. Bon, tu comprends que ça va être un petit peu long. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une propriété mathématique. L'incertitude type sur une valeur mesurée obtenue à partir d'une moyenne se calcule tout simplement par l'écart type échantillon divisé par racine de n. N étant le nombre de valeurs mesurées constituant l'échantillon. Et dans le cas qui nous intéresse, ici, n égale 9. Qu'est-ce que ça donne si on applique notre formule à cette situation? Ici, notre nouvelle valeur mesurée est construite à partir d'une moyenne, et à cette moyenne correspond une certaine incertitude type. Comment on s'y prend? On repart de nos données statistiques de tout à l'heure. Ici, nous avons besoin de recueillir la moyenne, qui est notre nouvelle valeur mesurée.
Et nous avons besoin de faire un calcul sur l'écart type échantillon. Ce calcul est le suivant, on divise par racine de n et on obtient quelque chose qui correspond à 1 10-4. Et donc voilà comment nous allons présenter le résultat de notre mesure. Un autre exemple, en optique, lors d'une séance de TP, on demande aux élèves de mesurer la distance focale d'une lentille. À la fin du TP, on recueille 7 observations. Ces 7 observations sont comprises entre 9,7 et 10,2. Et on peut donc se poser la question, quelle est l'incertitude type associée à une observation unique? Comment faut-il faire? On rentre les données dans la calculatrice, on arrondit la valeur de l'écart type échantillon au plus près, avec deux chiffres significatifs, ça donnerait donc 0,16 cm. On peut, si on le souhaite, arrondir à 0,2 cm en n'utilisant qu'un seul chiffre significatif. Le groupe qui a trouvé 9,9 va indiquer le résultat de sa mesure sous la forme 9,9 plus ou moins 0,2 et c'est ainsi que chaque groupe va s'appuyer sur les résultats des autres groupes pour calculer l'incertitude type. À la fin du TP, on peut se poser la question, quelle est la meilleure estimation de la grandeur mesurée? Il s'agit donc de la moyenne de l'échantillon qui est 9,96. Peut-on annoncer cette valeur avec deux chiffres après la virgule, trois chiffres après la virgule, un seul chiffre? On aurait pu dire 9,957, 10,0. Pour répondre à cette question, il faut calculer l'incertitude type sur la moyenne. Et comment fait-on? On procède comme tout à l'heure, on rentre les données dans la calculatrice, on va chercher l'écart type échantillon, mais cette fois-ci, nous avons un échantillon de 7 valeurs mesurées, donc on divise par racine de 7. Ensuite, la valeur que l'on obtient, on l'arrondit au plus près, ce qui nous donne une incertitude type sur la valeur mesurée construite à partir de la moyenne qui est égale à 0,06 cm. Et là, nous avons une notation qui est cohérente, ce qui justifie l'écriture de notre valeur mesurée sous la forme 9,96. Au passage, nous pouvons voir que construire une valeur mesurée à partir d'une moyenne diminue l'incertitude type associée. Et la formule qui est ici montre que plus n augmente, et bien plus cette incertitude type associée diminue. Voilà la loi normale qui pourrait modéliser la variabilité de la mesure sur une observation unique. Et voilà la loi normale qui pourrait modéliser la variabilité de la mesure sur une moyenne basée sur un échantillon de 7 observations. Et la comparaison des deux courbes est tout à fait parlante. Pour finir cette partie, récapitulons rapidement l'approche statistique de type A. Nous avons collecté un échantillon de n mesures, nous constatons la variabilité de la mesure, on met en place une approche de type A, on calcule l'écart type échantillon. Quelle est l'incertitude type sur une observation unique? Eh bien, c'est simplement l'écart type échantillon. Quelle est l'incertitude type sur la moyenne? Il s'agit simplement de l'écart type échantillon divisé par racine de n. Parfois, on ne peut pas avoir accès directement à la variabilité de la mesure. Par nature, on se doute qu'elle existe, mais en fait, on n'aura pas les moyens d'accéder directement à sa variabilité. Donc en fait, on va utiliser une approche qui est probabiliste. Nous allons voir dans cette partie comment on peut quantifier la variabilité de la mesure alors qu'on n'y a pas directement accès par l'expérience. Il s'agit donc d'évaluer une incertitude type par une approche dite de type B. Premier exemple, on monte sur un pèse-personne et on lit 71 kg. Si on veut tester la variabilité de cette mesure, par exemple, on peut descendre du pèse-personne, remonter, il y a de fortes chances qu'on trouve encore et toujours 71 kg. Donc comment on fait dans ce cas-là? En fait, dans ce cas-là, on va essayer d'estimer un intervalle de mesure dans lequel on est sûr que la grandeur mesurée se trouve. En d'autres termes, on va supposer qu'il existe un intervalle dans lequel la grandeur mesurée a une probabilité égale à 1 de s'y trouver. Une possibilité est de modifier la grandeur d'une quantité connue sans se faire mal aux pieds et on rajoute une masse sur la balance pour voir comment réagit la balance. On va diminuer petit à petit la perturbation et il y aura un moment à partir duquel je ne pourrai plus voir de modification sur l'affichage de la balance. Cela va nous donner une idée de l'intervalle que l'on va choisir
comme étant l'intervalle dans lequel la grandeur mesurée a une probabilité égale à 1 de s'y trouver. Il n'est pas raisonnable de penser qu'on peut mesurer une masse à 10 grammes près avec un pèse-personne. 0,5 kg, pourquoi pas? Il faut le tester. Il faut aussi aller regarder la notice du fabricant. 1 kg, pourquoi pas? Il faut tester. 10 kg, ça semble complètement aberrant. C'est un pèse-personne qu'il faut jeter. Ça veut dire que dans l'acte de mesurer, il y a une certaine part de subjectivité. D'abord, il faut l'assumer. Ensuite, il faut la justifier et la quantifier. Exemple 2, la mesure de la largeur d'une feuille A4. Si on voulait mettre en évidence la variabilité de la mesure dans cette situation, que faudrait-il faire? Il faudrait prendre d'autres règles graduées et puis essayer de remesurer la largeur de la même feuille A4. Alors, on comprend bien qu'on n'y arrivera pas. Pourquoi on n'y arrive pas? Parce que l'ordre de grandeur de la variabilité de la mesure est plus petit qu'une graduation. Donc, on va faire exactement comme avec la balance. On va décortiquer l'acte de mesurer et puis à partir de cette analyse, on va décider d'un intervalle dans lequel on est sûr que la grandeur mesurée se trouve. Choisir un intervalle passe donc par un temps d'analyse de la mesure et pour cela, on va imaginer que au lieu d'avoir ce qu'on a sous les yeux, on va avoir quelque chose un peu différent. Qu'est-ce que je dirais s'il y avait ça? Je dirais quand même 210. Là aussi, là je commencerai à hésiter. De même, de l'autre côté, c'est pareil, là je commencerai à hésiter. Donc en fait, il semble raisonnable de supposer que la largeur de la feuille a une probabilité égale à 1 d'être comprise entre 209,5 et 210,5. On prend un intervalle de 1 mm autour de ce qu'on pense être la valeur mesurée. L'approche de type B passe par le fait de présupposer qu'il existe une loi de probabilité. Alors, quelle forme a cette loi de probabilité? Donc là, on va faire un petit point mathématique qui va être assez court, je te rassure. Donc ici, on a la distribution de la densité de probabilité. V, c'est la valeur mesurée. 2A, c'est la largeur choisie pour l'intervalle. Donc ça veut dire que j'ai un intervalle qui s'étale de A sur la gauche et qui s'étale de A sur la droite autour de la valeur V. On fait deux suppositions. La probabilité est de 1 pour que la grandeur mesurée soit entre V moins A et V plus A. Et on fait aussi la supposition que la densité de probabilité reste constante. En mathématiques, ça s'appelle une loi uniforme, comme on a vu la loi normale. Ici, c'est une loi uniforme. Puisqu'on a présupposé que la probabilité devait être de 1 pour que la grandeur soit comprise entre V-1 et V plus A, et qu'on a considéré que la densité de probabilité était constante. En fait, tout à l'heure, j'ai parlé de gâteau. C'est comme si on avait un millefeuille, c'est-à-dire qu'on a un gâteau qui est plat, au lieu d'avoir un gâteau qui est plus gonflé au milieu que sur les bords. Donc ici, en fait, la densité de probabilité est forcément égale à 1 sur 2A, puisque quand je multiplie la densité de probabilité par la largeur de la tranche, eh bien en fait, je dois trouver 1. Tu vois bien que 1 sur 2A fois 2A, c'est égal à 1. Donc on avait une probabilité de 1 de se trouver dans cet intervalle-là. Il est possible de montrer, dans le cadre de cette loi uniforme, que l'incertitude type vaut le demi-intervalle, c'est-à-dire A, divisé par racine de 3. Alors, je ne ferai pas la démonstration, nous n'en avons pas besoin. Si tu as envie d'en savoir plus, je te propose le site d'un collègue de mathématiques qui fait une démonstration sur YouTube de cette propriété que je viens d'énoncer. Voilà, tu pourras taper ça si tu veux et tu obtiendras directement la démonstration. Revenons à la physique maintenant. Dans le cas de notre balance, quelle incertitude type pour la mesure d'une masse sur un pèse-personne? Si tu as choisi 0,5 kg comme largeur de l'intervalle, eh bien en fait, il faut faire le calcul 0,25 sur racine de 3, donc tu as 0,15 kg près. Et donc si tu choisis 1 kg, tu as 0,3 kg près. Alors je te rappelle que le fabricant doit te fournir des informations, et c'est le cas pour beaucoup d'appareils. Dans le cas de l'incertitude sur la mesure de la feuille A4, si tu choisis un intervalle de 1 mm autour de 210, le demi-intervalle c'est 0,5, 0,5 divisé par racine de 3 ça fait 0,29, qu'on peut arrondir à 0,3 mm. Tu vas présenter ta mesure sous la forme 210,0 plus ou moins 0,3 mm. Tu peux tout à fait choisir la demi-graduation comme incertitude type. On ne t'en voudra pas. Pourquoi on ne t'en voudra pas? Parce que pour l'instant, nous n'avons parlé que de l'ajustement de la graduation 21. Et qu'en est-il du 0? Ce réglage du 0 est forcément la cause d'une incertitude. On peut montrer, lorsque la mesure d'une longueur nécessite une double lecture, qu'il faut multiplier le 0,3 que nous venons de calculer par racine de 2, ce qui nous mène à 0,4 mm, et donc on n'est vraiment pas très loin de 0,5 mm. Donc 0,5 mm comme incertitude type sur la mesure d'une longueur avec un double décimètre, c'est tout à fait raisonnable. Récapitulons rapidement. Si on ne constate aucune variabilité dans la mesure, il faut donc mettre en place une approche de type B.
On consulte la notice. En l'absence d'informations, à ce moment-là, on essaie de perturber un peu la grandeur pour voir comment l'appareil réagit. On décortique la mesure pour choisir un intervalle raisonnable dans lequel on suppose que la grandeur mesurée se trouve. Pour calculer l'incertitude type sur la mesure, on applique la formule mathématique moitié de l'intervalle choisi divisé par racine de 3. Donc c'est finalement assez simple. La seule difficulté réside dans le fait qu'il faut faire un choix raisonnable de l'intervalle. Maintenant que nous avons vu comment on calcule une incertitude type, nous allons voir comment on présente le résultat d'une mesure. Une façon un peu grossière de présenter le résultat d'une mesure, c'est en tenant compte de ce qu'on appelle les chiffres significatifs. L'idée des chiffres significatifs, c'est de ne garder qu'un seul chiffre incertain dans le résultat d'une mesure et on garde le moins incertain. Ici, combien de chiffres significatifs? Tu as 4 zéros qui sont à gauche. Il n'amène aucune précision dans la mesure, ça veut juste dire que c'est un nombre petit, 3 chiffres significatifs. Les 4 zéros à gauche ne comptent pas. Autre exemple, ces 2 zéros à gauche ne comptent pas, et donc j'ai 4 chiffres significatifs dans cette valeur. Maintenant, imagine que je cherche à multiplier ces deux données. Voilà ce que répond la calculatrice lorsque je fais l'opération. La règle, quelle est-elle? L'arrondi final comporte autant de chiffres significatifs que la donnée qui en comporte le moins. Comment je procède? 3 chiffres significatifs contre 4. Je coupe. Comme il y a un 7 derrière, j'arrondis à 1,1210-5. Si on fait une division, c'est la même règle qui prévaut. Donc 3 chiffres significatifs dans le résultat final. Que répond la calculatrice? Je ne garde que 3 chiffres significatifs. Je dois couper entre le 6 et le 4. Le dernier chiffre que je dois annoncer, c'est le 6. Comme derrière la coupure, il y a un 4. À ce moment-là, je garde le 6. Donc ça fait 0,0106. Je pourrais très bien répondre, par exemple, 10,6 10-3. C'est tout à fait possible, mais ici, j'ai pas besoin des puissances de 10. Une réponse sous forme décimale convient parfaitement. La règle, c'est que la donnée qui comporte le moins de chiffres significatifs impose son arrondi dans le cas d'une multiplication ou d'une division. Que se passe-t-il dans le cas d'une soustraction? Tout ce que je vais dire pour la soustraction est aussi valable pour l'addition. La machine donne ce résultat. Ici, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut compter le rang. Quand tu fais une soustraction, tu sais très bien que on met les deux nombres l'un en dessus de l'autre et on fait correspondre les rangs. Ici, si on faisait correspondre les rangs, tu vois ce 0 qui est là, il est situé au 1, 2, 3, 4, au 5e rang après la virgule. Il y a une incertitude sur ce 0 et cette incertitude, elle se transmet sur le résultat final à ce niveau-là, au 5e rang après la virgule. Et tu vois que cette donnée de droite a un chiffre incertain au 6e rang. Cette incertitude se transmet sur le 6e rang du résultat final. C'est la même règle qui s'applique tout le temps, c'est-à-dire un seul chiffre incertain doit être annoncé, les autres sont enlevés, donc ça veut dire que je coupe à ce niveau-là, et comme il y a un 5 derrière la coupure, je monte à 6. Donc je pourrais répondre ici 0,03206 ou alors 32,06 10-3 qui est aussi une possibilité. La règle avec l'addition ou la soustraction, c'est la donnée qui a un chiffre incertain sur le rang le plus à gauche qui impose son arrondi. Maintenant que nous avons énoncé ces règles, il est nécessaire de les relativiser. Regarde ces deux exemples. Si j'applique les règles précédentes, ici, il faut que j'arrondisse à 0,8. Un chiffre après la virgule dans 0,4, un chiffre après la virgule dans 0,4, le résultat doit être énoncé avec un chiffre après la virgule. Additionner 0,4 plus 0,4 revient à faire 2 fois 0,4. Si j'applique maintenant les règles de la multiplication, donc ici nous avons 5 chiffres significatifs, là nous n'en avons qu'un, donc le résultat doit être annoncé avec un seul chiffre significatif, 0,8. Tout va bien, il y a une cohérence entre les deux écritures. Maintenant, un autre exemple. Si j'additionne 0,5 avec 0,5, le résultat final doit être écrit avec un chiffre après la virgule, donc 1,0. Si je fais 2 fois 0,5, cela revient au même, tu es d'accord? Donc 2 fois 0,5, j'applique maintenant les règles de la multiplication. Je me rends compte qu'il faut que j'écrive le résultat avec un seul chiffre significatif. Et du coup, ça fait 1. Et là, il y a une incohérence. C'est pour te montrer les limites de ces règles. Et c'est pour cela qu'il est préférable d'écrire le résultat d'une mesure sous la forme valeur mesurée, plus ou moins l'incertitude type. C'est vraiment la meilleure façon de présenter le résultat d'une mesure.
Mais attention, cette écriture obéit à certaines règles. Tu vois ici qu'il y a deux écritures qui sont correctes et deux écritures qui ne le sont pas. Alors pourquoi ne le sont-elles pas? Par exemple, celle-ci est incorrecte. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai un 0 et ça correspond au rang des centimètres. Et sur l'incertitude, le dernier chiffre annoncé à droite correspond au rang des dixièmes de centimètre. Et là, il y a une incohérence. Qu'est-ce qu'une écriture cohérente? Les rangs des derniers chiffres doivent correspondre. Alors ça paraît assez simple comme règle, mais il se trouve que on voit énormément d'erreurs sur les copies. C'est pour ça que j'ai envie ici dans cette vidéo de décomposer la méthode sur 3 exemples. Au brouillon, tu écris comme si tu faisais une soustraction ou une addition, tu vas faire correspondre les rangs, c'est-à-dire que tu vas mettre les deux virgules l'une au-dessus de l'autre. Ensuite, qu'est-ce qu'on cherche en fait? On cherche quel est le chiffre sur la mesure qui est entaché d'une certaine incertitude. Qu'est-ce qui va nous indiquer cette position? C'est le chiffre le plus à gauche de l'incertitude type qui va te montrer le rang du premier chiffre incertain dans la valeur mesurée. Il est ici, il est juste en dessous. Une fois qu'on a trouvé ce chiffre, il faut couper, comme tout à l'heure pour les chiffres significatifs. Et à ce stade, de deux choses l'une. Soit tu choisis d'écrire l'incertitude type avec deux chiffres significatifs, ou alors avec un seul chiffre significatif. Dans le cas où tu prends deux chiffres significatifs, voilà comment il faut présenter le résultat. Et si tu choisis d'exprimer l'incertitude type avec un seul chiffre significatif, voilà comment le résultat doit être écrit. Et il faut veiller à ce que les derniers chiffres des deux côtés correspondent au même rang. Ici, un rang après la virgule et ici, avant la virgule. Un autre exemple, je vais aller plus vite. Je fais correspondre les rangs. Je cherche le premier chiffre incertain dans la valeur mesurée. Je coupe. Et ici, je choisis d'exprimer l'incertitude type avec deux chiffres significatifs. Je dois faire attention à ce que les deux derniers chiffres présentés correspondent au même rang. Ici, un rang après la virgule. Dernier exemple, rapidement, je fais correspondre les rangs, je cherche le chiffre incertain, je coupe, je choisis par exemple un chiffre significatif pour l'incertitude type. Cela m'oblige à exprimer sous cette forme la valeur mesurée et je peux aussi exprimer cette valeur avec une unité plus adaptée, mais toujours en faisant attention à ce que les chiffres les plus à droite correspondent au même rang. Nous arrivons donc au terme de cette vidéo avec la partie 5 qui sera assez rapide. Je vais donc évoquer un outil qui permet de comparer une valeur mesurée avec une valeur de référence qui est le Z-score. Le Z-score, qu'est-ce que c'est? C'est notre écart par rapport à la valeur de référence divisé par l'incertitude type. C'est combien d'incertitudes type on s'est décalé de la valeur de référence. S'écarter de plus de deux incertitudes type de la grandeur mesurée, c'est une situation qui est improbable. L'idée, c'est que c'est la même chose, mais avec la valeur de référence. S'écarter de deux incertitudes type d'une valeur de référence, c'est improbable. Le Z-score devra rester inférieur à 2. Un exemple, la vitesse du son dans l'air à une certaine température et à une certaine pression. Si je fais cette mesure dans les mêmes conditions, je vais prendre cette valeur comme valeur de référence. Et imaginons deux équipes qui font la même mesure, mais avec deux processus de mesure différents. Une équipe obtient comme vitesse du son 358 mètres par seconde, mais avec un processus pour lequel l'incertitude type vaut 5 mètres par seconde. L'autre équipe obtient la même valeur de la vitesse du son, mais avec un processus pour lequel l'incertitude type vaut 10 mètres par seconde. Calculons les deux Z-scores. La première équipe a obtenu une valeur mesurée qui s'écarte de trois incertitudes types de la valeur de référence. On est quand même dans une situation peu probable et donc on va dire que ce Z-score est mauvais. Par contre, l'équipe numéro 2 qui obtient un Z-score de 1,5, elle est dans une situation qui est plus probable. On a un bon Z-score. La valeur du Z-score maximal toléré, c'est 2 et évidemment, c'est une convention qui est due à une propriété que nous avons vue de la loi normale. Si je te demandais de noter cette vidéo, il y aurait de fortes chances qu'on obtienne à la fin un histogramme en rassemblant tous les résultats. Un histogramme qui ressemble à une loi normale parce qu'il y a tout un tas de causes indépendantes qui peuvent faire que tu n'aimes pas cette vidéo. En tout cas, j'espère que la meilleure estimation de la grandeur mesurée ne serait pas trop proche de 0.